Ok, bonjour et bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à me confirmer encore une fois que tout le monde m'entend convenablement via le chat qui est à votre droite. Donc nous allons commencer en fait cette formation concernant la gestion des gros assemblages. Ok, donc aujourd'hui plusieurs choses. Donc on va essentiellement voir ce qu'on va qualifier de best practice, donc la partie quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place sur la gestion des gros assemblages. Donc on va pas forcément rentrer dans le détail de chacune des fonctions, on va donner les grandes lignes de façon à ce que vous puissiez agir en conséquence, que vous compreniez aussi mieux le process qui permet en fait, qui est l'ouverture dans SolidWorks ou l'actualisation des fichiers dans SolidWorks. Donc je vous ai mis plusieurs points, donc la définition d'un assemblage, qu'est-ce qu'un assemblage complexe? Un petit peu de détails sur le processus d'ouverture d'actualisation des fichiers. Comment optimiser en fait nos temps d'ouverture et nos temps de mise à jour. Alors, donc la première partie, en fait, un assemblage complexe, ça peut être plusieurs choses. Aujourd'hui, en fait, un assemblage complexe, on entend parler très régulièrement de nombre de pièces. Bah, le nombre de pièces, en fait, c'est effectivement une chose importante. Donc, comme on le voit en fait sur la photo à l'écran là, avec la machine SPE de chez Sidel. Mais c'est pas tout en fait. Dans certains cas, lorsque vous avez des pièces de forme très complexes, comme c'est le cas en dessous, en fait, vous allez très rapidement aussi arriver sur des lourdeurs. En fait, là, pour le coup, peut-être qu'avec une centaine de pièces, vous serez déjà sur un assemblage complexe, parce qu'il y aura beaucoup de choses à générer et beaucoup de problématiques particulières. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque j'ouvre un document de mise en plan? Donc, je l'ai coupé en deux phases. Donc, la première phase, en fait, qui est la partie qui est l'ouverture de l'assemblage. Donc, c'est quelque chose en fait que vous ne voyez pas, mais lorsque vous ouvrez une mise en plan, l'assemblage est automatiquement ouvert derrière et chargé en mémoire. Donc lorsque j'ouvre un assemblage, ça passe par plusieurs phases. La première phase, donc vous allez charger les pièces et les assemblages référencés. Donc là, on est par exemple dans le cas d'un travail en local. Une fois que ces éléments en fait sont chargés, bah là il y a plusieurs possibilités. Soit ma dernière sauvegarde est à jour, auquel cas en fait je vais pouvoir aller directement à la génération des données graphiques et donc ça va aller assez vite. Dans le cas où j'ai fait des pièces en fait sur des sous-niveaux ou des pièces et ainsi de suite, donc là je vais descendre à la verticale et je vais arriver en fait sur la mise à jour des pièces et des sous-ensembles qui sont obsolètes. Donc là effectivement à chaque fois on va imputer un temps supplémentaire en fonction du nombre de pièces à reconstruire, du nombre de sous-ensembles qui vont être obsolètes. Ensuite on passe sur la résolution des contraintes et la position de tous les composants. Et donc, bien entendu, euh, dans le cas où ces contraintes font appel à des fonctions d'assemblage, on voit que je vous ai fait une boucle en fait sur la droite, parce que vous allez avoir à chaque fois une remise à jour qui va se faire. Pour lorsque vous faites un perçage dans l'assemblage, automatiquement il actualise l'assemblage, il va actualiser les pièces, il réactualise l'assemblage derrière. Une fois que vous avez fait tout ça, en fait, on passe sur la mise à jour des fonctions qui vont être définies dans le contexte. Donc là, pareil, ça prend un temps plus ou moins conséquent selon le nombre qu'on a. Et ensuite, on va arriver sur la génération graphique des données. Et donc après, on arrive sur la phase mise en plan. Donc tout ça se fait en masqué, en fait. Vous ne voyez jamais l'assemblage sous les yeux lorsque vous ouvrez une mise en plan. Quand on arrive sur la mise en plan, plusieurs étapes aussi. Donc la première chose, en fait, c'est qu'il va actualiser toutes les configurations référencées dans la mise en plan.
Donc un problème, enfin comment dire, une pratique très courante en fait, c'est de faire des folios assez grands avec une multitude de vues qui peuvent en fait faire appel à plusieurs configurations différentes. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, si vous faites plusieurs configs, il va calculer toutes les configs de l'assemblage en question. Si on pousse un petit peu plus loin, en fait, j'ai déjà vu le cas, qui est bien entendu non recommandé, le cas d'une mise en plan où vous avez, je sais pas, une trentaine ou une cinquantaine d'onglets avec le détail de toutes les pièces et de tous les sous-ensembles. Alors après, là vous êtes sûr que sur ce type d'exemple, les temps d'ouverture sont juste impossibles à gérer, quoi. Donc outre ces problèmes-là, hein, la gestion des onglets est à minimiser pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, si vous arrivez en fait de faire la corruption d'un fichier pour une raison X ou Y, soit une coupure de courant, soit parce que vous sauvegardez sur le réseau et qu'il y a une micro-coupure réseau ou quoi que ce soit, il est préférable en fait de perdre une mise en plan plutôt que l'équivalent en fait de 50 mises en plan d'un projet. Donc une fois qu'on a fait ça, deux possibilités. Soit je fais l'affichage de la mise à jour des vues en qualité ébauche. Excusez-moi, non. Le process est en parallèle, hein. Donc vous avez l'affichage des vues en qualité ébauche, donc tout ce qui va être vue projetée, vue nommée, donc face, droite, et ainsi de suite. Vous allez avoir la résolution des vues en fait telle quelle en fait. Donc vous allez avoir tout ce qui est coupe détail qui vont se générer. Et en parallèle de ça, en fait, vous l'avez peut-être remarqué sur votre gestionnaire de tâches, vous avez un process qui consomme beaucoup. C'est SLD BG Pros. En fait, c'est la conversion de toutes vos vues en vues de haute qualité. Et donc ça, il fait en arrière-plan. Et c'est l'une des tâches en fait qui supporte le multithreading, par exemple. Et donc pour finir, vous allez avoir l'actualisation de tout ce qui est calque, ligne, pour enfin obtenir votre mise en plan. Donc voilà un petit peu le détail de toutes les étapes qui se produisent lorsque vous ouvrez une mise en plan. Basé sur ce constat, en fait, plusieurs choses. Comment améliorer les temps d'ouverture? Donc l'un des grands points, en fait, déjà, ça va être de travailler localement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est identique lorsque vous travaillez sur le réseau. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que quand vous allez chercher sur le réseau, vous avez, en plus du temps d'ouverture initial, le temps de copie du réseau vers le temp ou vers la mémoire dans SolidWorks, qui va être dépendant en fait de la latence de votre réseau, du débit de votre réseau, et surtout de la charge en fait actuelle de votre réseau. Donc dans tous les cas, vous serez moins performant qu'en local. Donc très important, la sauvegarde du travers du réseau est toujours plus lente. Donc d'où l'intérêt de travailler en local. Comme je vous disais, c'est dépendant de la charge du réseau. Donc effectivement, si vous êtes tout seul à la boîte le matin à 8 heures, ça va bien. Mais alors, lorsque vous allez sauvegarder le soir à 18 heures et que tout le monde va le faire en même temps, là vous êtes sûr que ça va pas aller. Et donc plus couramment aussi, on est très sujet, on s'en rend pas compte, hein, mais toute la journée vous avez des micro-coupures du réseau en fait. Et forcément, si ça tombe en plein milieu d'une sauvegarde, bah, c'est pas de chance, mais ça peut corrompre les fichiers. Donc là, deux possibilités, bah, soit vous faites du travail en local et vous faites votre copie de sauvegarde sur le serveur, ça peut être une possibilité. Ou potentiellement, pour ceux qui sont équipés d'un PDM, en fait, ça le fait pour vous, en fait, parce que du coup, il fait la copie en local automatiquement. Donc comment aller encore un petit peu plus loin? Donc on va voir les différents modes. Donc le mode assemblage complexe et allégé, en fait, si vous voulez, ça permet de charger qu'une partie
de ce qu'il y a dans vos pièces. Donc là, je vous ai pas mis la photo en fait de la structure d'un fichier, mais il faut savoir en fait qu'un fichier SolidWorks c'est découpé en ce qu'ils appellent des streams. Et donc vous avez plusieurs choses. Vous avez des streams pour les métadonnées, vous allez avoir des streams pour la représentation graphique, vous allez avoir des streams pour les configurations, pour les fonctions et ainsi de suite. Et du coup, le fait d'avoir quelque chose qui est découpé comme ça, on travaille sur un mode séquentiel en fait. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir uniquement les choses dont vous avez besoin. Donc l'intérêt du mode allégé en fait, c'est qu'il va charger que 50% des données par rapport au mode résolu. Typiquement, vous n'allez pas charger toute l'arborescence, vous allez avoir uniquement une représentation graphique ainsi que les 3 plans de base. Donc pourquoi utiliser ce mode-là en fait dans 80% des cas en fait, le mode allégé suffira amplement parce que du coup, vous avez les géométries qui vous permettent de mettre en place les composants donc dans l'assemblage et positionner des contraintes. Et vous avez aussi la possibilité en fait de faire les mises en plan basées sur des pièces en allégé. Donc l'assemblage complexe. Donc là je vous ai mis une petite capture des paramètres SolidWorks. Donc l'assemblage complexe, donc là qui est défini par défaut sur 500 composants. Ce qui est intéressant sur ce concept, c'est qu'on va pouvoir définir en fonction d'un seuil que l'on choisit des options bien spécifiques. Parce qu'on sait que la sauvegarde automatique qui se déclenche sur un gros assemblage, c'est pas forcément génial, même si la sauvegarde automatique en fait est primordiale en fait parce qu'il faut sécuriser ses données. Mais on sait que tout de suite sur un gros assemblage, qui plus est s'il est stocké sur le réseau, ça peut être chaotique. Donc on va aussi masquer, occulter en fait tout ce qui est superflu. Par défaut, en fait, il va cacher tout ce qui est plan, axe, esquisse, courbe, qui vont nous polluer en fait la vision et qui vont alourdir en fait le modèle. Bien entendu, on va enlever les arêtes sur le mode image ombrée. Et donc après, selon les cas, on peut interrompre ou non la reconstruction automatique. Donc ça, ce sont des modes qui existaient déjà depuis quelques années, hein, tout ce qui est assemblage complexe et mode allégé. Donc là, la gestion des grandes conceptions. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est apparue sous SolidWorks 2012 en fait, qui est disponible sur toutes les versions, que vous soyez en standard, pro ou premium, hein, qui permet en fait de faire de la revue de projet très facilement en fait, qui permet aussi de faire du relevé de code, de la mesure, des annotations, et qui charge encore moins de choses que la version allégée. Aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité très rapidement. Hop, donc est-ce que j'ai un petit exemple hop, à vous montrer? Donc là, hein, je vais prendre l'exemple d'une cimenterie. Donc vous le retrouvez ici, hein, lors de l'ouverture. Vous avez gestion des grandes conceptions. Donc là, en fait, vous avez la première page qui s'affiche en vous indiquant, en fait, pour quel type d'opération, en fait, ce mode va être adéquat. Donc pour la navigation, la mesure, la création de coupes. Donc on voit par contre, en fait, que ce mode n'est pas fait pour faire de la conception directement.
Donc là, vous voyez, en fait, hein, mon assemblage est déjà ouvert. En fait, là, il est juste en train de scanner les références, voir si j'ai des fichiers qui sont obsolètes ou pas. Chose que vous pouvez interrompre, hein, d'ailleurs. Mais là, vous voyez, très simplement, à tout moment, ça s'ouvre en quelques secondes. Et là, vous avez la possibilité de naviguer, développer votre arborescence. Il vous indique ici, en fait, lorsqu'il y a, en fait, des besoins de mise à jour ou autre, à tout moment. Donc, ce qui est super intéressant, en fait, sur ce module, c'est que vous pouvez très rapidement ici mesurer. Donc là, vous pouvez prendre la distance entre les deux cercles. Donc ça, c'est très simple. La création d'une vue est très rapide. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé globalement la même chose sur un assemblage complet. C'est clairement plus lourd. Vous voyez, en quelques secondes, je fais la coupe au milieu de mon usine. Donc là, pour info, hein, on est sur ici un ensemble qui contient 8000 pièces. Donc à tout moment, après, hein, vous pouvez rebasculer sur un mode de conception traditionnel. Vous avez ici donc la possibilité de tout passer en résolu, d'ouvrir en sélectif, et à tout moment, en fait, vous pouvez aussi l'ouvrir à l'état léger pour l'avoir dans une autre fenêtre, par exemple, et le modifier. Et automatiquement, en fait, lorsque vous allez faire la modif et que vous allez rebasculer sur cette vue, il va retransformer le graphique de façon à ce que vous l'ayez à jour. Donc ça, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante que vous pouvez essayer. Donc pareil, hein, pour la revue de projet, vous avez ce qu'on appelle ici des instantanés. Je ne sais pas si j'en ai. Voilà, si. Donc vous avez des instantanés en fait. Ce sont des vues pré-organisées en fait pour faire de la revue de projet. Comme ça, vous pouvez dire à votre collègue, bah, sur la vue en fait qui s'appelle accueil, tu remarqueras que le convoyeur en fait rentre dans le pilier et ainsi de suite. Et donc après, ceux qui veulent faire aussi du parcours virtuel pour faire visiter l'usine, c'est aussi nettement plus agréable et plus fluide. Autre point important, l'utilisation en fait de versions simplifiées sur vos modèles. Donc plusieurs choses peuvent venir polluer en fait euh, un modèle, donc notamment les fonctions esthétiques. Donc de mémoire, j'ai dû mettre un exemple juste après, donc on verra. Donc de préférence, ôter tout ce qui est fonction esthétique, donc qui peut être de la gravure, du marquage, tout simplement aussi des pièces, comment dire, des fonctions qui rajoutent quand même des arêtes ou des faces qui sont inutiles pour le travail au quotidien. Toujours privilégier en fait une config qui va être dite pour la conception et pour la mise en plan de détail où vous allez avoir l'ensemble des informations, mais qui ne sera pas utilisée en fait dans les assemblages de niveau supérieur. Parce qu'en fait, plus vous allez alourdir à la base, vous allez remonter au fur et à mesure vos infos, et à la fin, si vous avez besoin de faire l'assemblage complet, ça ne fonctionnera pas. Donc toujours opter pour des fonctions, enfin des méthodes simplifiées, de façon à ce que ça se mette en place facilement et que derrière, potentiellement, vous ayez qu'à changer de configuration. Et donc les pièces, tout ce qui est pièces achetées, donc typiquement, ça peut être du moteur SEW, ça peut être des motoréducteurs, des choses comme ça, en fait, ne nécessitent pas de détails. Les fabricants, en fait, sont très friands de mettre toutes les petites ailettes sur leur moteur, de mettre toutes les petites vis, tous les petits congés, bien entendu leur nom gravé, et quelquefois, en plus, ils font enfin, il y a quelques géométries qui sont douteuses. Donc dans ces cas-là, en fait, ôtez un maximum de détails qui sont inutiles pour vous, donc le nom, les ailettes, et utilisez par exemple le dFeature.
Donc le diffeature, en fait, c'est une fonction qui permet, à partir d'un assemblage, de simplifier tout ce qui va être à l'intérieur. Donc on va pouvoir, typiquement, sur une boîte en fait de renvoi, on va pouvoir ôter tout le contenu intérieur et garder uniquement la transmission de mouvement, ou l'extérieur dans le cas où vous n'utilisez pas le mouvement. Donc cette fonction est disponible sur toutes les versions. Donc je vous ai mis un petit exemple. Donc les fameux paliers SKF. Donc d'ailleurs chez SNR ils font les mêmes. Donc bien entendu c'est à éviter. Tout ça en fait vous avez la possibilité soit de l'enlever, soit dans certains cas si vous voulez quand même le conserver, faire une ligne de séparation. Parce qu'il faut savoir que si vous gardez ici cette inscription en 3D, pour chaque élévation que vous allez avoir, en fait, ça va générer des faces qui vont être calculées graphiquement, des arêtes qui vont être calculées graphiquement, et donc à chaque fois que vous allez accumuler des éléments comme ça, vous allez alourdir votre modèle. Et vous allez en plus surcharger votre carte graphique. Donc si on va aller un peu plus loin encore sur les modèles simplifiés, bah sur les roulements, je suis pas sûr qu'il y ait trop d'intérêt en fait à mettre les billes ou les rouleaux, à moins que vous soyez fabricant de roulements. Les filetages, lorsque donc là pareil, deux types. Donc les filetages, ne les faites pas avec un enlèvement de matière hélicoïdale ou un balayage hélicoïdal. Forcément, vous allez apporter beaucoup de lourdeur. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est les enlever graphiquement, parce que là, ça pollue en fait la visibilité, par exemple, surtout. Les textes extrudés, comme je vous le disais, et la quincaillerie sur les pièces achetées. Alors, utiliser des états d'affichage à la place des configurations lorsque c'est possible. Donc j'ai fait un article en fait sur le guide 3D qui parle du coup des états d'affichage, pourquoi les utiliser et quand les utiliser, plutôt qu'une configuration. Donc il faut savoir en fait que quand vous faites une configuration, si vous voulez, c'est comme si vous aviez, bon, de manière synthétique, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme si vous aviez deux pièces dans la même pièce. Donc vous allez en fait multiplier les streams en fait avec les fonctions, les paramétrages et ainsi de suite. Donc forcément, ce qui va être plus intéressant, ça va être les états d'affichage, parce que l'état d'affichage en fait va agir uniquement sur la visibilité des composants. Et du coup, comme on ne charge pas les composants qui sont cachés, automatiquement vous allez avoir quelque chose qui va être plus léger. Et du coup, comme vous dupliquez pas non plus les streams, vous avez des fichiers qui sont plus petits en termes de taille. Donc l'état d'affichage, il est adéquat pour tout ce qui est visibilité, changement de couleur, transparence, mais il ne va pas être adéquat par contre pour de la simplification de modèle, en termes de fonction. Si vous souhaitez enlever un trou par exemple, dans une plaque, l'état d'affichage ne correspond pas à ce besoin. Autre point important, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, mais lorsque vous passez par exemple de la version 2011 à la version 2012, la première ouverture, lorsque vous voyez en fait le petit panneau qui vous dit ce fichier est d'une version antérieure, bah en fait c'est plus long à calculer. Donc ça, il y a une raison très simple à ça, c'est que tous les ans, comme le code de SolidWorks évolue, il y a une phase supplémentaire en fait qui vient s'exécuter, qui est la mise à jour du code dans le fichier. Et donc si vous faites l'ouverture d'un gros assemblage non converti directement, ça veut dire que potentiellement vous avez cette étape supplémentaire sur 1000 ou 2000 pièces.
Donc pour éviter ça, en fait, il existe 3 outils, selon comment on se positionne aujourd'hui en termes de bureau d'études. Donc vous avez celui qui est en haut à gauche, convertir des fichiers, qui permet au travers du planificateur de tâches de convertir les fichiers. En fait, c'est une moulinette en fait qui va les ouvrir un par un et qui va faire la conversion, les enregistrer, et du coup vous n'aurez pas ce souci là. Donc bien entendu, ça peut prendre du temps, donc il est préférable en fait de le lancer le week-end par exemple. Pour ceux qui sont équipés de PDM Workgroup, donc vous avez en fait une fonction qui s'appelle convertir des fichiers Workgroup PDM, qui est globalement la même chose que convertir des fichiers, mais au travers de l'interface PDM Workgroup. Et donc la dernière partie, pour ceux qui sont équipés de PDM, Enterprise cette fois-ci, vous avez un outil qui s'appelle le File Version Upgrade, qui se situe en fait dans le DVD ou dans les sources d'installation, et qui permet en fait de faire le même process, mais dans le PDM Enterprise, en incrémentant en fait d'une version ou en écrasant la version actuelle, avec l'ajout d'un commentaire. Donc là, on change d'étape. Maintenant, comment actualiser les temps de mise, comment améliorer les temps de mise à jour des assemblages. Donc j'ai découpé en plusieurs parties. La première partie, en fait, c'est ce qui va être référence en fait dans le contexte. Donc les éléments faisant référence à d'autres. Donc la première partie, éviter un maximum les références dans le contexte, parce que forcément, comme je vous l'ai montré sur le schéma initial, vous allez sans arrêt recalculer. Donc les temps de mise à jour en fait en pâtissent directement. Encore pire, ne surtout pas faire de références multi-contexte. À partir du moment où vous rentrez en fait dans la notion de multi-contexte, vous êtes sûr que les temps en fait seront dégradés. Sauf si vous avez fait qu'une contrainte, quoi. Donc ça c'est une option en fait sur SolidWorks qui bloque en fait le multi-contexte par défaut, mais qui peut être désactivé, quoi. Donc si chez vous elle est disponible et que vous ne souhaitez pas tomber dans ce piège-là, en fait, ça se situe ici. Dans les options de SolidWorks, en fait, il faut éviter en fait d'activer cette fonction-là. C'est l'un des gros pièges en fait en termes de référence. Donc limiter le nombre de contraintes en faisant des sous-ensembles. Donc bien entendu en fait là donc il y a différentes proportions, hein. Ce qu'il faut pas, c'est mettre 400 pièces à la racine. Parce que du coup, vous allez avoir énormément de contraintes. Si on part sur l'idée que pour mettre en position une pièce, on a 3 contraintes, automatiquement, vous allez avoir un certain nombre de contraintes sur chaque niveau. Donc pour limiter ça, faites un maximum de sous-ensembles, et en règle générale, en termes de proportion, ce qui va être idéal, c'est à peu près aux alentours de 100 contraintes par niveau. Donc limiter les sous-ensembles flexibles. Donc effectivement, en fait, la notion de flexible est intéressante pour valider des mécanismes, donc sur de la cinématique, mais en aucun cas sur des gros assemblages. Il n'y a pas d'intérêt, et surtout, on n'y arrivera pas, si vous le faites sur le plus haut niveau avec 10 000 composants. Donc là, je vous ai mis quelque chose que j'ai appelé l'effet de chaîne. Donc il faut éviter, en fait, donc vous mettez 5-6 cubes en parallèle. Il ne faut pas contraindre le cube 2 sur le cube 1, le cube 3 sur le cube 2, le cube 4 sur le cube 3 et le cube 5 sur le cube 4.
Parce que du coup, à chaque fois que vous mettez à jour une référence, automatiquement il en recalcule 5, quoi. Essayez de prendre une référence unique de façon à ce qu'on minimise les reconstructions et les actualisations de références. Et pareil, évitez de prendre appui sur des phases de composants issues de répétitions. Donc, comment réduire la consommation graphique dans nos assemblages? Donc la qualité d'image, très important en fait. Il faut que plus vos assemblages sont importants, plus la qualité aille vers la gauche. Donc c'est à ce niveau-là. Lorsque vous êtes dans vos options, qualité d'image. La qualité d'image, en fait, plus vous allez être haut, plus il va falloir qu'elle aille vers la gauche ici. Donc attention au piège, hein. Ici, ne jamais aller dans la zone rouge, sauf cas bien particulier. Parce qu'à partir du moment où vous mettez les pieds dans la zone rouge, vous n'êtes plus sur une évolution en fait qui va être linéaire, mais vous êtes sur une évolution qui est exponentielle. Et donc là, globalement, vous avez l'équivalent des gradations de 1 à 10, là à peu près. Et là, en fait, c'est enfin, tout de suite, vous passez de 10 à 100, hein. Donc faites bien attention à ce niveau-là. Ça va être la première partie. Enlever les arêtes en mode image ombrée. Donc là, pareil, on peut trouver globalement plusieurs niveaux. Selon les niveaux, en fait, bon, en principe, ils imagent ça. Par exemple, si vous mettez mode image ombrée tout court, on va considérer en fait que c'est une image, enfin que ça coûte, on va considérer que ça coûte comme 2 quoi. Si vous mettez en mode image ombrée sans les arêtes, ça compte comme 1. Et alors si vous mettez en filaire avec les arêtes cachées visibles, là vous comptez comme 3 quoi, hein, en termes de consommation. Hop. Donc pareil, ôtez le Real View sur les assemblages. Donc c'est bien en démonstration, c'est bien sur les petits assemblages. Pour travailler sur une cimenterie, je suis pas convaincu que ça soit judicieux. Limiter l'utilisation de la transparence. Cacher les composants inutiles. Donc comme je vous le disais, hein, lorsque vous travaillez par exemple sur une machine spéciale et que vous avez besoin en fait de travailler sur son environnement et non l'intérieur, dans ce cas-là, faites un état d'affichage où vous allez enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur de la caractérisation de la machine spéciale par exemple. Définissez les niveaux de détail comme bas. Donc je vous ai indiqué où c'était dans les options aussi. Et un très bon outil en fait pour savoir où potentiellement vous avez des problèmes en termes de performance. Donc c'est l'assembly expert en fait. Il va vous dire par exemple que vous avez beaucoup de contraintes au premier niveau, que votre nombre de sous-ensembles est insuffisant, ou tout simplement en fait que si, comme vous avez mis trop de références externes, bah, le temps de reconstruction en fait prend 120% ou du temps initial quoi. Donc comme je vous le disais, utilisez le mode arrête caché enlevé. Donc vous verrez hein, graphiquement directement vous le sentez, hein. Donc pour ceux qui veulent quelque chose qui est un peu entre deux, donc travaillez avec le mode arrête, mais enlevez les arêtes tangentes. Déjà, vous diviserez en fait le nombre d'arêtes de manière assez importante. Donc là, c'est pour toute la partie mise en plan, hein. Donc évitez les arêtes cachées.
enfin ne pas tout mettre en arrêt de cacher, utiliser encore une fois des modèles simplifiés. Un des problèmes récurrents en mise en plan, en plus des lenteurs que vous pouvez subir, bah ça va être les problèmes d'export en fait. J'en ai eu un, par exemple semaine dernière, où typiquement là en fait lorsque vous souhaitez exporter un DWG ou un DXF, bah les vues n'apparaissent pas. Donc il y a une raison très simple à ça en fait, c'est que vous avez une quantité d'arêtes trop importante pour que ça soit généré. Donc il faut se méfier en fait, hein, c'est pas les arêtes que vous voyez visuellement sur la mise en plan, mais c'est qu'en fait, tous les composants, comme je vous le disais derrière un carter, sont calculés aussi en termes de génération, pour être sûr qu'ils ne soient pas visibles. Donc du coup, si vous avez un carter et 3000 pièces derrière, et qu'on considère que sur chacune, globalement sur chacune des pièces étant un cube, vous allez avoir quoi? Donc ça fait 8, 12 arêtes. Automatiquement, vous avez un sacré nombre d'arêtes à calculer. Donc il existe des fonctions pour ça. Soit on passe sur un modèle simplifié, soit sur un état d'affichage, soit on utilise une fonction qui s'appelle cacher derrière le plan. Et en fait qui va passer en masqué tout ce qu'il y a derrière un plan sectionné. Encore une fois, comme je vous le disais, limiter les coupes lorsque c'est possible. On sait que les vues en coupe sont un impératif sur les mises en plan. Le seul truc en fait, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut ne pas dire il en faut pas, et il faut pas faire des A0 avec 25 vues en coupe. Parce que forcément, en fait, les temps et les lourdeurs s'en ressentiront. Donc les vues en coupe, autant que possible les limiter ou les dispatcher sur plusieurs mises en plan. Vous pouvez désactiver la mise à jour des vues automatique. Et surtout, en fait, une notion importante dans la mise en plan, c'est qu'il ne faut pas utiliser la reconstruction, en fait. Donc dans la mise en plan, vous avez un outil, en fait, hop, qui va s'appeler, en fait, mettre à jour les vues, en fait, reconstruire uniquement une vue. Donc on va aller, hop, comme il n'y est pas forcément mis en plan, on va ajouter cet outil-là ici, qui permet de mettre à jour uniquement la vue et non la totalité de la mise en plan. Ne reconstruire que ce qui est nécessaire. Donc ça, moi je vous invite à le mettre, c'est très pratique. De la même façon, lorsque vous avez plein de vues à l'écran, pour alléger encore une fois, n'hésitez pas à masquer les vues. Dans l'arbre de création ici, vous pouvez cacher vos vues de mise en plan à tout moment. Et donc, remarque importante, que vous fassiez un changement sur le 3D ou 30 changements sur le 3D, bah le temps en fait sera quasi identique en termes de reconstruction. Donc n'hésitez pas à faire un maximum de changements avant de rebasculer sur votre mise en plan. Donc voilà un petit peu les lignes directrices qui selon moi en fait sont importantes sur la gestion de vos gros assemblages. Donc bien entendu, si vous avez des remarques ou des questions, je pense que c'est le bon moment. Alors, le diffuser fonctionne sur la topologie de la pièce, sur un format d'import aussi. Donc le diffuser, en fait, si vous voulez, le principe, c'est vous avez un assemblage, il va remplir de matière l'assemblage, et en fait, il va enlever toutes les fonctions, il va enlever toute l'intelligence.
Donc effectivement, vous pouvez aussi le faire sur de l'import. Après, toutes les fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles, effectivement, en termes de simplification. Donc, comme je vous le disais, on n'est pas rentré dans le détail de toutes les fonctions. De toute façon, je ferai des compléments sur la gestion des gros assemblages parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc, euh, donc allez-y, hein, si vous avez des questions, là, n'hésitez surtout pas. Je laisse encore quelques minutes que tout le monde puisse rédiger, voir s'il a des questions qui lui reviennent. Dans tous les cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas derrière à poser vos questions sur le guide 3D, de toute façon à ce qu'on puisse y répondre. Bon, ça a l'air plutôt clair pour tout le monde, pas trop de questions apparemment. Alors, où se trouve en fait le menu gestion des grandes conceptions en fait? Donc la gestion des grandes conceptions en fait est disponible lorsque vous ouvrez un assemblage au travers du menu fichier ouvrir et non du double clic, hein. Vous sélectionnez ici votre assemblage et automatiquement en fait vous l'avez au même endroit en fait que le mode assemblage complexe. Il est en dessous. Donc pareil, hein, sur la gestion des grandes conceptions ici, vous disposez d'options qui permettent de définir à partir de quel niveau vous basculez en gestion des grandes conceptions. Alors, le mode est grisé pour moi. Vous êtes bien sur un assemblage. Alors là, bonne question. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit grisé? Ok, apparemment ça a l'air bon. Alors, les micro-coupures réseau. Donc les micro-coupures réseau, aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, que malgré tout ce qu'on essaye de faire, on n'arrive pas trop à les anticiper, en fait, hein. Il y a forcément un moment ou un autre, même si ça se voit pas sur le poste en question, parce que la micro-coupure est tellement faible que Windows ne la détecte pas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une micro-coupure, ou même une coupure tout court, en fait, la liaison entre le serveur et les références qui est en mémoire avec SolidWorks se rompt,
Et donc du coup, lorsque vous essayez de sauvegarder, par exemple, des fois, vous avez un message comme quoi l'enregistrement a échoué, quoi. Bah, à partir de ce moment-là, enfin, là, vous êtes sûr que c'est quasiment perdu, quoi, hein. Dans certains cas, vous pouvez tenter de faire un enregistré sous ou une composition emportée, mais il y a beaucoup de chances, en fait, que là, les changements soient perdus. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ok, parfait. Bah, si plus personne n'a de questions, bah, je vous remercie en fait d'avoir assisté à cette présentation. Vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.